Bonsoir, voici notre émission consacrée au cinéma. Notre invité sera aujourd'hui François Truffaut. Eh bien bonjour à tous, voici notre émission consacrée au cinéma. C'est parce que c'est l'été que tu dis bonjour, il faut quand même dire bonsoir. Bon, bonsoir, mais il fait jour encore. Ah non, 10h30, non. Il fait plus jour. Il fait plus jour. Je crois qu'on va tout de suite faire entrer oui. les fauves, c'est-à-dire les critiques, qui n'attendent que ça d'ailleurs. Allez, France Roche, Claude Mauriac, Jacques-Daniel Valcroze, Georges Charansol. Voici dans la tribune des critiques de cinéma, avec le concours aujourd'hui de Georges Charansol, Jacques-Daniel Valcroze, Claude Mauriac et France Roche. Alors François-Régis Bastide descend au premier rang dans la salle, prendre le micro baladeur. Il est assis d'ailleurs parmi nos amis JMF qui garnissent toujours maintenant les premiers rangs. À qui je dis tout de suite, ça va barder. Pourquoi? En effet, ça va barder. J'ai un compte à régler, non pas avec les camarades qui sont à mes côtés comme d'habitude, ni avec les auteurs de films. J'ai un compte à régler avec mon cher ami François-Régis Bastide. Bastide a dit... Ah oui, ça commence très mal, mais il est prévenu. Hein, et je regrette, d'ailleurs, il a foutu le camp, il s'est mis dans la salle. Hein, il a peur. Non, mais je suis là, non. Et il se trouve que j'ai écouté l'émission. Alors, Bastide a dit textuellement ceci. Charansol déteste certainement les 400 coups. Alors, pour le remplacer, je vais vous lire un article complètement idiot qui vient de paraître. C'était très désagréable, d'abord parce que l'article était en effet pas très bien, pas très bon, et ensuite parce qu'il se trouvait que l'article enthousiaste que j'ai consacré aux 400 coups avait paru dans les nouvelles littéraires 2 jours avant. Je voulais simplement en terminer avec ce règlement de compte pour dire que je ne fais partie d'aucun gang. Lorsque j'entre dans une salle de cinéma, j'ignore complètement si le film est de Jean Renoir, d'Hitchcock ou de Rossellini. Je ne sais donc pas d'avance que ce sera un chef-d'œuvre comme mes camarades. Je vais voir un film anonyme. Et il se trouve que le film de cet anonyme, il se trouve que ça s'appelle, paraît-il, Les 400 coups. J'ai trouvé ça très bien et je l'ai dit. On m'a dit « Ah, mais c'est de François Truffaut ». Ah bon, je ne connais pas François Truffaut, mais je connais un très bon film, excellent, qui s'appelle Les 400 coups. En tout cas, nous sommes, je crois, enchantés que Georges Charansol aime Les 400 coups, parce que je crois qu'en définitive, tout le monde ici l'aime, et l'a dit plus ou moins la fois dernière. Alors, on passe tout de suite à la suite, et nous n'avons pas parlé depuis Cannes de Hiroshima, mon amour. France Roche. Eh bien, à propos d'Hiroshima, mon amour, il y a une chose qui m'étonne beaucoup. Les critiques qui aiment beaucoup ce film disent, et c'est leur argument absolument péremptoire, semble-t-il, ce film, on l'accepte ou on le refuse en bloc. Et je voudrais vraiment leur dire pourquoi. D'abord, quelle est l'œuvre qu'on accepte et qu'on refuse en bloc? Deuxièmement, est-ce que justement le cinéma n'est pas une forme d'art dont on peut dissocier les éléments, beaucoup plus aisément que dans d'autres cas? Évidemment, on ne dit pas, quand on lit un livre qui vous plaît beaucoup, il serait beaucoup mieux si le chapitre 7 était meilleur, non. Mais dans un film, je trouve que, et surtout dans un film comme celui de Resnais, la partie image et la partie texte sont à la fois liées, mais quand même parallèles, et que ceux qui disent « moi, j'aime beaucoup la partie image, mais j'aime moins une partie du texte », ont parfaitement le droit de le dire. Oui. Claude Mauriac voulait répondre. Non, le droit, bien sûr. Et je pensais du reste comme France Roche la première fois que j'ai vu le film. Je me méfiais tout de même de mes propres impressions. Je sentais tout de même qu'il y avait autre chose que dans le texte lui-même, que ces raisons de profond agacement qui m'avaient vraiment fait mal la première fois. Alors que les images, je les ai tout de suite aimées. Donc, été revoir ce film. Et alors maintenant, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut en effet pas dissocier les deux. Parce que c'est tellement nouveau dans la mise en scène et que Resnais ayant voulu ou accepté ce texte tel qu'il est, il faut le prendre tel qu'il est. Moi, j'aurais souhaité un autre texte. Mais c'est tellement extraordinaire de faire un film avec autant de nuances, avec une telle nouveauté dans la narration, qu'il a apporté la preuve sur ce texte de qualité, mais que l'on peut contester, que maintenant, on peut faire des films vraiment, par exemple, sur du Nathalie Sarraute, vous comprenez? Moi, je préférais un texte de Nathalie Sarraute à un texte de Marguerite Duras, une affaire de goût, de préférence personnelle.
peut-être même de qualité, chacun en jugera comme il voudra. Et c'est pour cela que ce film, à mon avis, est d'une importance absolument capitale, car il fait entrer dans le cinéma une certaine complexité qui, jusqu'à présent, et malgré les grands noms du cinéma qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, n'existait pas. Car au fond, Stroheim, par exemple, rien n'est plus élémentaire que l'univers de Stroheim. Même celui de Chaplin, qui rejoint, parce qu'il est génial, et comme Molière, mais enfin, c'est absolument pas complexe. Oui. Parce que maintenant, nous sommes dans un autre domaine, et c'est vraiment la première fois qu'on y entre. Oui, merci Claude Mauriac. Georges Charançol semblait vouloir vous répondre. Non, l'approuver pour une fois. Car ce qui me paraît le plus important dans Hiroshima, mon amour, ce ne sont pas les images de René. J'ai l'air de me contredire puisque j'ai souvent dit qu'au cinéma, je n'écoutais pas. Je regardais, je suis un visuel et je ne suis pas un auditif. Mais le texte de Marguerite Duras est l'essentiel d'Hiroshima, mon amour. Ce film est un long monologue d'Emmanuel Riva, coupé par quelques questions, quelques interventions rapides de son partenaire japonais. Et sur cet immense monologue, qu'on pourrait, je crois, parfaitement écouter sans images, René a instauré un espèce de contrepoint d'images prodigieux, un contrepoint d'une subtilité, d'une intelligence, d'une complexité dont il est impossible de donner une image verbale, mais l'essentiel, c'est Marguerite Duras. Et tout ce qu'on reproche à ce film, tous ceux qui n'ont pas aimé ce film, tous ceux qui lui reprochent ses répétitions à la Peggy, eh bien, à mon sens, Marguerite Duras, que je ne tiens pas non plus pour un grand écrivain, je suis comme Claude Mauriac, là, avait quelque chose à dire, elle l'a dit avec une telle profondeur, une telle sincérité, que si Hiroshima, mon amour, est une des plus grandes dates dans l'histoire du cinéma, si c'est un des 3 ou 4 plus grands films qu'on ait fait depuis 1894, c'est à Marguerite Duras qu'on le doit et non pas à Alain René, qui a été un admirable serviteur de ce monologue inoubliable. Merci Charançol, ça me paraît à première vue un paradoxe, mais enfin, nous allons voir. Claude Mauriac veut seulement faire remarquer qu'il n'a pas dit... Non, premièrement, que je n'ai pas dit que Marguerite Duras n'était pas un grand écrivain, je la considère comme un très bon écrivain. Et puis, une seconde chose qu'il faut dire, c'est que la première fois qu'on voit le film, on est tellement étonné par le récitatif un peu exaspérant qu'on ne fait pas attention à toute une autre partie du texte, que l'on n'entend que la seconde fois, et qui est alors d'une simplicité admirable. Il y a des phrases qui sont tout à fait d'une simple et d'une très grande beauté dans ce film. Oui. Et je crois aussi que l'essentiel du film, c'est tout de même le texte. Oui. Non, mais oui. Pour une fois, nous sommes vraiment entièrement d'accord, Claude. J'en suis ravi. Doniol va se sentir brimé. Il n'a pas encore pu parler. Je me reposais, c'était très bien. Il a sommeil, mais je crois tout de même que je ferais bien de renverser un peu la vapeur et de défendre Marguerite Duras, alors que principalement les gens qui critiquent le film attaquent surtout le texte de Marguerite Duras. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu René, il n'y aurait pas eu de film, d'abord. Évidemment. Et que... Évidemment. Oui, mais enfin, c'est une vérité de la palisse qui a son importance. Et je crois, par ailleurs, je suis même certain, que quand on connaît bien l'œuvre précédente de René, on s'aperçoit que la somme des courts-métrages qu'il a fait avant débouche directement sur Hiroshima et qu'on retrouve dans Hiroshima tous les thèmes qu'il a traités avant. Absolument. Alors, tous. Pas d'accord. Tous. Qu'est-ce que c'est que Toute la mémoire du monde? C'est un film sur l'angoisse de la connaissance qui se disperse, sur l'éclatement du monde. Hiroshima, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la cantate du styrène? C'est une espèce de retour aux sources. C'est la même chose, Hiroshima. Ah non, mais attention, l'univers de René se retrouve tout entier dans Hiroshima, avec ses angoisses, ses obsessions, son style. Non seulement son... Alors, on rejoint Nuit Brouillard aussi dans Hiroshima. Son écriture technique. Alors, ça me paraît vraiment un paradoxe. Non, mais j'imagine qu'ils ont choisi le sujet travaillé ensemble. Oui, donc ils ont choisi. Alors nous là, parlions du texte, nous parlions pas du sujet. Je voudrais dire pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec Doniol, car je crois que ce qui l'a frappé dans les images d'Alain René, c'est ce qui est le plus évident chez René. C'est le côté exaltation de Van Gogh, c'est le côté cri contre la guerre qui est Guernica, c'est ce côté-là qui vous a frappé dans ce film.
Je crois, Non. je crois. Non, justement. Ça, c'est évident. Mais à mon sens, ce qui est important dans ce film, c'est que c'est une prodigieuse histoire d'amour. Or, jusqu'ici, Alain Resnais, dans ses merveilleux courts-métrages, je m'excuse de vous rappeler que j'étais membre du prix Jean Vigo quand nous avons couronné Nuit et brouillard, par conséquent, ce n'est pas d'hier. Eh bien, Alain Resnais est un cinéaste de très grand talent, mais je n'hésite pas à dire que le monologue d'Emmanuel Riva est un trait de génie. Ça, je ne dis pas le contraire. Il y a un autre aspect dans le rôle du metteur en scène. C'est aussi la direction des acteurs. Et le film, avec tout le texte de Marguerite Duras qu'on aime ou qu'on n'aime pas, généralement même ceux qui n'aiment pas le commentaire apprécient les dialogues, ne serait pas ce qu'il était sans la direction d'acteurs de Resnais, qui est tout à fait particulière. Dans les courts-métrages de Resnais, on retrouve toujours, que ce soit pour parler des camps de concentration ou de la Bibliothèque nationale, on retrouve le même processus de pensée qui est en général basé sur l'oubli et la mémoire. Et que pour résoudre ces problèmes, Alain Resnais emploie toujours une espèce de méthode qu'il a définie lui-même, qui s'appelle la douceur terrible, et que Hiroshima est le film type sur l'oubli et la mémoire, et c'est le film type de la douceur terrible. Alors il y a vraiment dans Hiroshima tout un univers qui est spécifiquement de Resnais, et il ne faut pas oublier que Alain est venu trouver Marguerite Duras et lui a dit « Voilà ce que je veux faire, voilà mon problème, je veux raconter une histoire d'amour dans le contexte de l'horreur d'Hiroshima, écrivez-moi cette histoire d'amour. » Mais elle a écrit une merveilleuse histoire d'amour, mais le substratum de base est d'Alain Resnais, et ça, Marguerite Duras est tout à fait d'accord d'ailleurs. Alors, projeter toute la gloire sur... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je sais qu'ils ont collaboré étroitement. Mais je suis persuadé que, partie d'une idée de Resnais, Marguerite Duras, peut-être inconsciemment, a tiré cette idée vers elle. Mais il me semble que vous ne parlez pas beaucoup des images. Moi, ce qui me paraît génial, c'est certaines images du film. Il y a un plan où elle nous évoque la mémoire en avançant simplement des arbres dénudés. On avance exactement dans le recul du temps grâce à ces plans. Il y a le découpage Nevers-Hiroshima. Mais ça, c'est Resnais, c'est pas Duras. C'est Bibliothèque nationale. Oui, mais je veux dire, ça, c'est vraiment le génie de Resnais. Ça n'a rien à voir avec Duras. Ce n'est pas Duras qui l'a inspiré, là c'est vraiment des images. Et d'ailleurs, par exemple, il y a en effet alternance de travelling rapide et lent, et puis il y a aussi cette idée que finalement Hiroshima et Nevers ne font plus qu'une même ville. Et alors là, c'est une autre idée technique qu'il a eue, qui est le paradoxe de Zénon Délé, enfin Achille immobile à grands pas. Il a mis un petit compteur de bicyclette sur son chariot de travelling, et le travelling qu'il a fait dans Nevers et sur Hiroshima sont exactement à la même vitesse. Ce qui fait que quand l'un s'enchaîne sur l'autre, on a l'impression de continuer. Il n'y a plus qu'une ville. Ça compte, ça aussi. Mais est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'à la fin de ces images d'Hiroshima, avec tous ces signes japonais, cette ambiance un peu cruelle, ne montre pas justement qu'elle se détache déjà, qu'elle se détache de cet amour? Évidemment. C'est possible. Je crois que c'est pourquoi ce film m'a laissé absolument bouleversé. Je suis resté un quart d'heure à la porte du cinéma, appuyé contre une vitrine, à reprendre. Enfin, non, je parle très sérieusement. Bon spectacle. Bon, et ce qui ne m'était pas arrivé depuis les rapaces de Stroheim, je vous assure, et il y a longtemps. Heureusement, ça vous arrive Oui, pas souvent. ça m'arrive pas souvent, car j'aurais un infarctus. Mais ceci dit, si ce film m'a bouleversé, c'est que précisément, on a l'impression, on est sûr que le drame de ce film, la grandeur de ce film, c'est que c'est une fin. Cette femme tente de se raccrocher à quelque chose qu'elle va oublier. Elle se raccroche à ces bribes de choses et après ça, il n'y a plus rien. Elle a perdu sa seule raison de vivre, qui était ces deux amours, l'amour pour l'allemand, l'amour pour le japonais. Après ça, c'est effacé et c'est perdu, n'est-ce pas? Oui, mais peut-être sur quoi on n'insiste pas et qu'on oublie peut-être trop vite dans le film, c'est qu'à un moment donné, tous deux nous disent qu'ils sont heureux, qu'ils sont mariés chacun de leur côté, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont une vie très rangée. Et c'est vraiment un moment de paroxysme dans leur vie qu'on nous présente. Mais il ne faut pas oublier qu'ils vont chacun retourner, en définitive, à une vie normale. À des choses qui, pour eux, n'ont aucune importance. Mais il y a longtemps qu'on sait que l'amour et le bonheur, ce n'est pas la même chose. Oui, hélas. Belle parole de femme. Dans la bouche de cette jeune mère, c'est émouvant. Est-ce que la jeune fille qui se dévoue souvent au premier rang ne voudrait pas se dévouer et prendre le micro? Oui ou vous, mademoiselle? Parce que je suis sûr qu'il y a des spectateurs qui ont vu Hiroshima qui vont poser des questions. Il y en a déjà un là-bas qui est bien placé pour s'avancer dans la travée pour qu'on n'aille pas jusqu'à lui et qui va vous poser une question. Alors vous lui tenez le micro à 50 cm et ne tenez pas le micro, le monsieur qui parle. Je voulais répondre à monsieur Charansol qui tout à l'heure a dit qu'on avait... Non, c'est
François, je m'excuse, qui a dit les critiques se sont tout de suite dit on n'a pas le droit de séparer où on reçoit le film ou on ne le reçoit pas. Or, il s'avère que les gens qui détestent le film ont été incapables de le recevoir. Il suffit de parler avec des gens qui n'ont pas été le film. Je l'ai vu 4 fois et beaucoup de mes camarades l'ont vu 4 fois. Et ceux qui ne l'aiment pas sont incapables, mais pratiquement incapables de donner une raison valable de détester ce film. Ils n'ont rien compris et puis c'est fini. Et ils l'ont vu 4 fois. Et ils l'ont vu 4 fois, mais ils n'ont rien compris, il n'y a rien à faire. Ils le Je comprends ça très bien. Oui, c'est possible. Ils le comprendront jamais. Non, mais il faut dire que... Bon, d'autre part, je voulais dire à M. Charansol que j'ai l'impression qu'il se trompe, mais lourdement, en disant que ce film est un film désespéré, parce que René n'est pas un homme désespéré. Monsieur René... Écoutez, ne faisons pas de politique ici. Non, non, si vous le voulez attention, bien. c'est pas une question de politique. Je m'excuse, Monsieur Charansol, mais vous avez dit l'amour, elle ne retrouvera plus rien. Or, il me semble que cet amour avec le japonais va lui permettre de supprimer l'aliénation dont elle ne s'était pas libérée à la suite de l'amour avec l'allemand. Et ce japonais dont on minimise l'importance, c'est très important dans l'esprit de René. C'est grâce à lui que cette femme va pouvoir pour la première fois raconter son aventure. Et en la racontant, elle s'en libère. Et c'est la première fois qu'elle va être capable de vivre réellement. Moi, je crois que monsieur ça très juste. a tout à fait raison. Merci, monsieur. Parce que d'ailleurs, Merci. le dialogue le dit à un moment. Elle parle du temps où elle était méchante. Et elle dit « la méchanceté m'a quittée ». Mais en effet, on a le sentiment que l'amour avec le japonais la libérera définitivement de la méchanceté. De l'amour. Enfin, de ce qu'elle appelle... Ah non, pas de l'amour. De l'amour. En tout cas, Si. Claude Mauriac. il y a une chose tout de même importante dans ce que vous venez de dire, justement parce que ce film est très en avance, que je crois qu'il ne sera pas très compris, mais il ne faut blâmer personne de ne pas comprendre, parce que même des spécialistes, quelquefois, ont dû voir le film plusieurs fois justement pour rentrer dedans. Et justement, N'oubliez pas les terribles échecs de voilà. Stroheim, Et de auxquels Renoir. il est absolument La règle du jeu. impossible. Et la règle Non, mais- du jeu, par exemple. Oui, mais enfin, Stroheim est beaucoup plus près de Nous parlons, de n'oublions ce pas que nous film. parlons devant un auditoire absolument considérable, et je me demande si vraiment le grand public pourra entrer dans ce film. Je l'espère de tout mon cœur, mais je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a eu des Ça ne coups de prouve rien sifflet contre le à film. certaines séances. Il y a des gens qui ont sifflé à certaines séances. Est-ce que vous... Il y a eu beaucoup... Des rires étouffés, oui. Oui, mais on peut se tromper. Et nous sommes aux Champs-Élysées en exclusivité. Oui. Et moi, je voudrais le Bijou voir à Palace. Rocamadour. Mais nous n'avons pas parlé encore d'Orfeo Negro, si je ne m'abuse, dans cette tribune. Parce qu'on n'a pas envie. Pourtant, il y a un murmure. Ah, si, Il y a pourquoi Pourtant, il y a un murmure approbateur. dans Non, la moi je salle. trouve qu'on est très injuste. On Mauriac. laissait commencer On est les très injuste pour ce spectateurs. film tout de même. On est toujours très injuste Parce pour que les le film films qui ont est- les grands prix dans les festivals. Toujours. Si ce film n'avait pas eu de prix, on aurait tous crié au génie parce que Non. c'est un film- Exactement, Mais bien sûr que si. exactement, Non. Claude Alors, a c'est- raison. alors, Non, il faut pas nous Signal. faire passer pour plus bêtes qu'on est. On n'aurait pas crié au génie, étant donné que le film n'est pas génial. Il est tout de même d'une qualité exceptionnelle. Je Ah trouve oui, que c'est- mais on n'aurait pas alors, crié au génie. C'est tout de même très très bon. Seulement maintenant, parce qu'il a eu la Palme d'Or, alors on le traite avec des involtures. Moi je trouve ça très très Mais on le traite pas avec des Si, avatures. on n'en parle De toute façon, plus. Jacques, on a vu Oui, on en beaucoup parle de peu, jeunes oui. critiques parler avec enthousiasme de films dont on savait en privé qu'ils ne les aimaient pas tellement. Ah oui, mais je vois pas le rapport. Moi, j'ai vu ce film à la commission de sélection pour Cannes, et donc il n'y avait pas de festival, rien du tout. Et je m'excuse, mais du premier coup, eu une opinion définitive sur ce film qui n'a pas changé. Et simplement, il est un peu Quelle est cette irritant. C'est un très bon film, mais il est un peu irritant de voir que dans la sélection pour Cannes, on a préféré ce film à Hiroshima. Et que dans le palmarès de Cannes, on a préféré ce film aux 400 coups, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le cinéma. Oui, mais le Quel film est doit pas. Mauriac C'est tout sans ça, Mais c'est le un film très bon ne film. doit pas pâtir de cela. C'est Non, pas la il faute doit de pas Camus, ça. pâtir. Je ne crois pas que ce sont des raisons qui n'ont rien à faire avec le cinéma, ce sont des raisons qui ont tout à faire avec le public. Moi, j'aime beaucoup le film de Truffaut, mais c'est un fait qu'à la sortie d'Orfeo Negro, la salle s'est levée en larmes. Je vous assure que ça a influencé le jury. Oui, Oui, mais est-ce mais- que dans les festivals, on doit donner le prix à un film où la salle se lève en larmes? Ah, Enfin, ça arrive très rarement. vous comprenez Mais une réflexion qui vient tout de suite, c'est que je n'entends pas de conversation sur Orfeo Negro, alors que j'en entends plein sur Hiroshima et les 400 coups. Mais Orfeo Negro, les gens vont le voir comme un spectacle, comme ils sont allés voir, n'est-ce pas, Jean Charansol? Je crois que tout ce qu'on vient de dire est juste. Bien sûr, peut-être que s'il n'avait pas eu le Grand Prix à Cannes, nous en aurions moins attendu. Par conséquent, nous avons une légère déception en le voyant. Mais Camus est un homme extrêmement habile. Il a déjà fait 15 films qui sont tous excellents. Il en a sauvé des quantités qui étaient perdues d'avance. Il est arrivé dans la coulisse sans même que son nom soit au générique. Nous savons que c'est un homme extrêmement adroit. Il a tourné dans des conditions très difficiles au milieu de cette foire insensée qu'est le carnaval de Rio. Je dois dire que lorsqu'il dit qu'il est le lecteur depuis sa plus tendre enfance des poèmes orphiques
Moi, je suis un tout petit peu réticent, mais enfin, je veux bien croire que Pindare est son livre de chevet, c'est tout ce que je peux dire. Merci Georges Charançol. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont vu Orfeo Negro, non, dans la salle. Oui, non, mais c'est un très bon film, il faut pas. Non, parce que vraiment, on n'a même pas commencé d'en parler. Oui, Vous oui, comprenez oui. si vous avez- Moi, je peux dire tout de suite. Non, moi, mais alors dites. Moi qui trouve que c'est un très bon film et un très bon spectacle, je trouve que le défaut principal du film, c'est que dans ce film, il y a à la fois un espèce de reportage sur le carnaval de Rio, enfin c'est le contexte du film, et en même temps une transposition moderne et dans l'univers noir du mythe d'Orphée. Je trouve que l'osmose entre le reportage et le mythe d'Orphée ne se fait pas. Ben ça, c'est une opinion très personnelle. Oui, car- ça, voilà mon opinion. C'est pour ça que je trouve que ce film n'est pas une très grande réussite. Sans ça, je trouve que c'est un film très intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ça se faisait de façon parfaite. Eh ben oui. J'ai trouvé aussi que j'ai assisté au carnaval de Rio. Oui. De l'extérieur, parce qu'on ne se mêle pas. On a parlé d'une grande foire, c'est pas une grande foire, c'est une espèce de... On reste au balcon. C'est un espèce d'événement sacré, prodigieux et extraordinaire, mais il ne faut pas croire qu'on s'y mêle. On est absolument spectateur et assez terrifié de ce qu'on voit et émerveillé. Et justement, dans ce film, j'ai vu, comment dirais-je, j'ai eu l'impression que cette communion que je n'avais pas éprouvée quand j'y étais, là, je l'ai ressentie, parce que Camus l'a fait passer sur l'écran. Ouais. Et toute la partie des rythmes, qui est non seulement le rythme de la musique, mais celle des danses, et celle même des couleurs, et celle de ce texte portugais que l'on ne comprend pas, et qui du reste est un texte populaire, ce n'est pas du tout le portugais tel qu'on le parle dans les salons. C'est Mais ça, la musique des mots est admirable. Enfin, tout ça fait pour moi une œuvre que j'ai trouvée absolument émouvante et remarquable, et ce n'est pas quelques défauts, évidemment, on peut reprocher à ce film d'être un peu trop bien composé, évidemment, selon une méthode un peu ancienne, évidemment, c'est simplement ça qu'on peut lui reprocher, mais ce n'est pas suffisant, et surtout lorsque le résultat est aussi percutant que celui-là. Y a-t-il pour terminer l'émission une question sur un autre film dont nous n'aurions pas parlé? Moi, j'ai une voisine de gauche qui vient dire des choses que je trouve très bien. Ah oui, Elle vient de me dire, très bien dit. après Hiroshima, j'ai plus envie d'aller voir autre chose. Bravo! Bravo, oui. Ah ouais, ben, il faut... Eh bien, nous voilà plusieurs films que nous vous conseillons. Rio Bravo, nous en avons parlé, Claude Mauriac vous le rappelle. Oui. Aventure fantastique, Orfeo Negro, Les 400 coups, et surtout Hiroshima, mon amour, bien sûr. Ça fait tout de même pas mal de choses à voir au cinéma pour ceux qui nous demandaient des films à voir. Sur ce, merci à tous. C'était la tribune des critiques de cinéma avec aujourd'hui le concours de Georges Charançol, Jacques Doniol-Valcroze, Claude Mauriac et France Roche. Voici maintenant notre invité de la semaine, François Truffaut. Qu'est-ce que vous pensez, François Truffaut, maintenant, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pensez des 400 coups, maintenant? Ça dépend des fois, il m'arrive de le... Vous allez le voir de temps en temps dans une salle, comme ça? Bah, hier soir, je l'ai vu en Hollande, là. Je suis rentré En Hollande? Ah oui, il a failli ne pas venir aujourd'hui. Avec parce des qu'il était sous-titres en Hollande. hollandais? J'étais à Arnhem hier soir, oui, alors avec des sous-titres hollandais. Et j'ai pas tellement aimé parce que les gens ne riaient pas du tout aux mêmes endroits qu'à Paris. Enfin, les réactions étaient différentes. J'essayais obstinément de lire les sous-titres alors que je comprends rien en hollandais. Ouais. Et j'ai l'impression que le film durait 3 heures. Enfin, j'avais envie de coupailler là-dedans. Oui. Ouais. Est-ce qu'on va souvent demander est-ce que vous avez subi les influences de Vigo? On l'a dit ici une fois. Et il y a un film, moi, qui m'a frappé encore plus, c'est The Quiet One, un film qui a été primé à Venise, qui est presque pas sorti en France. C'est l'histoire d'un petit noir, comme ça, qui est aussi mis en maison de redressement. Non pas de redressement, mais psychiatrique. Parce qu'il s'est sauvé de chez lui. Enfin, c'est un peu... Et j'ai The retrouvé Quiet One est beaucoup plus esthétique que les 400 coups, non? Ah, moi, j'avoue que je déteste Quiet One. Bon, moi voilà aussi, une oui, réponse, au moins. Je le Oui. déteste parce que je trouve qu'il n'y a aucun amour. Je l'ai revu récemment à la télévision, justement. Je crois que le mien était fini à ce moment-là, il y a quelques mois. Il n'y a aucun amour pour l'enfant dans ce film, qui est fait uniquement du point de vue d'un chargé de mission de l'UNESCO. C'est ça, c'est une espèce de rapport froid. L'enfant n'a rien à faire, il est complètement passif, il est simplement photographié, il n'est même pas filmé. Oui. Et c'est un truc assez pédant et finalement sociologique et qui s'adresse quand même à ça. Non, à part Vigo, je crois, une influence en ce qui concerne les enfants, et presque personne ne l'a remarqué, je crois, dans la presse, c'est Rossellini, qui, à mon avis, est le seul à avoir su montrer les enfants au cinéma, principalement dans Europe 51 et Allemagne année 0. Et si vraiment j'ai appris à diriger des enfants, ou du moins à les présenter d'une certaine façon et pas d'une autre, c'est en voyant les films de Rossellini. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous pouvez parler un peu du prochain auquel
Vous avez commencé à travailler, dit-on? Vous aviez annoncé que vous alliez tourner Le Temps chaud, un roman de Jacques Cousseau qui a écrit aussi Le Chien gris. Le Chien gris, c'est ça. Oui. Et Non. vous avez abandonné? On a abandonné Temps chaud, oui, parce que ça se présentait pas très bien, en tout cas comme une chose absolument... C'est pas parce que Moussy avait écrit Le Sang chaud, non? Qu'il aurait été vexé. Non, pas du tout. Non, Temps chaud se présentait comme un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Dieu créa la femme, et c'était vraiment pas la peine de refaire en moins bien ce que Vadim a fait il y a 4 ans. En moins bien, pas forcément. Non, mais enfin quand même, vraiment ça valait pas la peine. Alors on fait un film qui s'appelle Tirer sur le pianiste, en tout cas le roman dont il va être tiré s'appelle ainsi. Il est l'œuvre d'un auteur américain de la série noire pour qui j'ai une énorme admiration qui s'appelle David Goodis. Et comme j'avais très envie de faire un film avec Aznavour et que je voulais qu'Aznavour soit, si le film est réussi, le personnage le plus sympathique qu'on ait jamais vu sur un écran, je pensais qu'il y avait coïncidence entre ce sujet et lui. Alors c'est donc une série noire, coctique, Cocteillesque. magique, avec Aznavour dans le rôle du personnage le plus sympathique qu'on ait jamais vu à l'écran, c'est ça? Et vous le faites avec Moussy? Oui. Mais comment se fait-il que vous preniez tous des séries noires? Parce que Chabrol est en train de tourner à double tour là, avec Madeleine Robinson, et c'était aussi une série noire. Oui, Chabrol connaît très bien la série noire. Moi, je la connais très mal. Je connais que Goudis, qui est un de mes auteurs préférés, mais j'ai fait ça comme j'aurais pris Giraudoux. Goudis, c'est un grand homme, quoi. Oui, mais alors la question aussi pourrait être, comment se fait-il que, avec ou sans Moussy, vous n'ayez pas envie de raconter une histoire que vous auriez inventée? C'est ce qui est arrivé avec les 400 coups, et j'en ai un peu, pas marre, mais enfin, non, j'attends. Non, au contraire, maintenant j'ai envie de prendre beaucoup plus d'objectivité. De recommencer à zéro, enfin en faisant oui. Sans vous mettre dans le coup, si j'ose dire. Oui. C'est ça. Oui, justement, c'est une des questions qui a été posée dans la salle. Un spectateur a dit il faudra juger Truffaut sur son prochain film parce que ça ne sera pas un film avec une part autobiographique qui fausse le jeu. C'est plus ou moins vrai, d'ailleurs. Oui, c'est un argument qui pour moi n'a aucune valeur parce que tout film est autobiographique et je fais des films d'amour, j'espère en faire. La petite expérience que j'ai peut-être dans ce domaine paraîtra dans le film. Et même si un jour des personnages dans le film ont un revolver, j'essaierai de me mettre à leur place ayant un revolver en main. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait un effort pour échapper à la convention, tout est autobiographique, quoi. Oui. On pourrait peut-être demander s'il y a des questions dans la salle. Tu veux que j'y aille? Je vais y aller. Oh, c'est comme tu veux. Je suis un peu abruti. Oui, je suis fatigué. Une question à il y en a sûrement, parce qu'il y en a eu beaucoup la fois dernière, mais ne soyez pas intimidés parce que Truffaut est là, et si vous avez des critiques à faire, Truffaut les acceptera volontiers, c'était son métier, alors il n'y a pas de raison. Il y a des questions, levez la main. Oui. Comment vous faites pour voir les gens? Je les vois pas, mais Régis les voit. Monsieur. Oui, il était très bon sur Hiroshima, ce monsieur. On va voir s'il est aussi bon sur les 400 coups. Alors un peu de silence quand il y a la question. Un peu de silence dans la salle. Je voudrais demander à François Truffaut pourquoi dans les 400 coups il y a des références très confidentielles et qui ne sont valables que pour un certain nombre de gens qui lisent les revues type Cinéma 58 et les cahiers du cinéma. Quelle référence? Genre, on joue au Grand Palace, Paris nous appartient. Or, à mon avis, personne ne sait qu'est-ce que c'est que... C'est une forme d'amitié, Paris nous appartient, non? à part quelques-uns. Non? C'est une forme d'amitié. Oui, j'espère simplement que ça n'ennuie pas ceux qui ne comprennent pas et que ça amuse. Pour ceux qui connaissent, c'est très amusant, quoi, ça. Oui. C'est ça. Les autres, en principe, ça ne les embête pas, puisque pour eux, c'est un titre imaginaire. Oui. Et pour Rivette, ça peut peut-être lui porter chance. Et d'ailleurs, je trouve que depuis, ça n'est même plus un paradoxe, puisque Les Tripes au Soleil est sorti au Grand Palace, pourquoi pas Paris nous appartient. Mais à l'époque, ça paraissait... par Rivette. Oui, c'était le comble de l'audace d'imaginer Paris nous appartient au Grand Palace. Et comme c'est un film qui était en panne depuis 1 an, c'était une espèce de... C'est le code secret de l'amitié. Voilà. Oui, c'est c'est le clin d'œil de l'amitié. De même, à un moment donné, il y a un petit garçon à l'école qui s'appelle Chabrol. Oui. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres choses encore, j'en ai remarqué plein de plusieurs. clins d'œil comme ça. Oui, mais comme Janson et Jean Ferry, à chaque fois qu'ils ont Ah. une crapule dans leur film, l'appellent Truffaut, c'est pareil. Dans quel film? Janson Les était... films de Janson et Jean Ferry dans tous leurs films. Ah, toutes les crapules s'appellent Truffaut dans ces films-là. Souvent, oui. Moi, je vais pas voir ces films. Et alors on je sais liard dans les bistrots louches, dans les films oui. de Jean Ferry. pas. Ah oui. Mais comme c'est le chanteur de Mexico, personne ne va le voir. Bon, il y a une question JMF. Question JMF. Voilà. Est-ce que, après avoir fait tourner le film aux jeunes acteurs, vous n'avez pas maintenant un peu quelques remords sur l'avenir? Parce que vous lui avez fait tourner en somme des scènes qui ne sont pas tout à fait éducatives pour le gamin tout de même. Ah, je trouve pas, moi, je trouve qu'il fait rien de méchant. Ah, Oui, rien de méchant. non, j'ai aucun remords de ce genre. Non. Parce que je le crois plus adulte même que le personnage que j'ai montré dans mon film. D'autre part, sur le plan personnel, je crois que ce film lui a fait un certain bien, parce que c'est un enfant qui n'est pas absolument adapté, c'est-à-dire qu'il est malheureux avec les enfants de son âge et il est à l'aise qu'avec des adultes.
je lui ai permis de rester un certain temps avec des adultes. Je crois que même s'il ne fait pas tout de suite des films, il est un acteur, c'est pas le garçon d'un film, je crois qu'il est très très acteur et qu'il a une merveilleuse carrière devant lui. Bon, mais écoutez, je crois que nous espérons revoir François Truffaut dès que le prochain film sera réalisé, c'est-à-dire quand? Au printemps prochain. Au printemps prochain. Bon, alors rendez-vous au printemps prochain avec François Truffaut et nous l'espérons avant aussi. Au revoir. Bien, avec cette interview de François Truffaut, s'achève notre émission consacrée au cinéma. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour l'émission littéraire. Bonsoir à tous.